Nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique hebdomadaire. Que faire de nos anciens chefs d'État? Faut-il aménager pour les anciens chefs d'État du continent un statut particulier qui leur garantisse la tranquillité après avoir quitté le pouvoir? Avant d'en parler avec mes invités, mesdames et messieurs, je vous propose de suivre ce sujet de la rédaction signée Graziella Chakonte. Reprendre son métier, animer des conférences ou écrire des mémoires, que sont devenus les anciens chefs d'État africains? Bénéficient-ils d'un statut particulier? Si oui, est-il possible de le concilier avec la lutte contre l'impunité? Décryptage. D'un point de vue général, la reconversion des anciens chefs d'État africains est à l'image de la transition démocratique du pays. Là où l'alternance s'est faite de manière pacifique et démocratique, ces derniers participent plus ou moins à la vie politique. C'est notamment le cas du Bénin où l'ancien président Mathieu Kérékou était régulièrement consulté. Pour autant, il s'est toujours gardé de s'immiscer dans la gestion quotidienne des affaires de l'État, convaincu que les branches de l'arbre ne pourraient se casser dans les bras d'un caméléon. Le consensus obtenu sur la LEPI par les uns et les autres est salutaire et il importe que toutes les parties y adhèrent avec sincérité. J'exhorte par conséquent l'opposition et la mouvance de notre pays à réaliser ces élections dans la transparence, la concorde et l'unité nationale. Une posture qui fera de l'homme un symbole de démocratie dans les annales de l'histoire nationale. Et pour en écrire de plus belle, ses homologues sont encouragés à coups de récompense à suivre le pas. Les anciens présidents, Obasanjo, Pierre Buyoya ou encore Sékou Konaté en ont bénéficié. L'ex-dirigeant sénégalais Abdou Diouf, lui, s'est vu propulsé à la tête de la francophonie de 2003 à 2015. J'ai commencé très jeune ma carrière publique, nationale puis internationale. Cela ne veut pas dire que je me désintéresserai des affaires de mon pays, du continent, de la francophonie du monde. Mais je le ferai en tant que militant de la francophonie, militant panafricaniste, mais sagement assis dans mon salon auprès des miens. Mais si le scénario de l'alternance pacifique est désormais possible chez certains, il l'est beaucoup moins chez d'autres, à l'instar de la Gambie où la volte-face du président Diamé, après avoir reconnu sa défaite à la présidentielle du 7 décembre, a été une douche froide pour la démocratie. Son avenir judiciaire l'aurait vraisemblablement inquiété. Il faut dire que c'était quelque chose qui était prévisible dans la mesure où depuis les premières proclamations de résultats, Yahya Jammeh avait reconnu sa défaite. Mais tout de suite après, il y a eu une très mauvaise communication du candidat Adama Barrow. Il y a eu une pression internationale qui s'est abattue sur Yahya Jammeh. Certains qui réclamaient déjà qu'il soit traduit devant la Cour pénale internationale. Donc toutes ces questions aujourd'hui ont fait que, se sentant en difficulté, se sentant menacé, puisse sortir une nouvelle stratégie. Et aujourd'hui, la stratégie, elle est clairement de se maintenir au pouvoir ou en tout cas de demander de nouvelles élections dans lesquelles il va pouvoir travailler suffisamment à perpétuer les résultats pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Alors que faire dans de telles circonstances? Les anciens chefs d'État doivent-ils bénéficier d'une immunité de juridiction pénale? Et si oui, dans quel cas? Nul doute que tant que ces questions ne seront pas réglées, il y a de fortes chances que certains s'accrochent au pouvoir, hantés par la peur de se retrouver sur le banc des accusés. Monsieur Silla, il y a d'anciens chefs d'État qui sont sortis par la grande porte et qui font aujourd'hui la fierté de leur pays et du continent. En revanche, il y en a qui ont des difficultés à quitter le pouvoir. Faut-il leur garantir désormais une immunité? Absolument. Moi, je pense qu'après, c'est une question d'homme. C'est une question d'homme. C'est-à-dire que le cas du Sénégal est là. Pourquoi vous citez le cas du Sénégal? Je cite le cas du Sénégal parce que le président Diouf, quand il a été battu et qu'il a reconnu sa défaite,
il a créé les conditions d'une transition pacifique. Et il avait en face aussi un homme politique extrêmement avisé et qui a joué le jeu, qui se disait, mais ça ne sert à rien qu'on poursuive. Pourtant, Diouf, dans certains contextes, aurait pu être poursuivi. Parce qu'il a fait 40 ans au pouvoir. 40 ans au pouvoir, c'est avec lui qu'on a connu la crise casamançaise, avec tout ce que cela comporte. Donc ça veut dire que c'est une question d'homme. Et je crois que la classe politique africaine, de façon générale, doit pouvoir effectivement évoluer, réfléchir, en sorte que ceux qui sont dans l'opposition et demain qui peuvent être des potentiels dirigeants, essayent de comprendre que la démocratie, c'est quand même une affaire d'intelligence. C'est-à-dire, on ne peut pas, comment dire... Et donc votre réponse à la question, c'est oui, il faut aujourd'hui garantir l'immunité au chef d'État en fonction, après le pouvoir. Quelqu'un qui a été battu, qui reconnaît, qui organise des élections, qui les perd, mais déjà c'est un point positif. Et donc, il faut faciliter à ce que cette transition se fasse de façon pacifique. Et les victimes des éventuels crimes commis oui, mais après pendant l'exercice du pouvoir. Après, c'est une question de victimes, je ne sais pas. Après, de toutes les façons, un dictateur potentiel n'organisera jamais les élections pour perdre les élections, c'est clair. Alors, celui qui organise les élections, il les perd. Mais regardons la réalité de face. Pourquoi il l'a fait si réellement ce qu'on dit, c'est ça? Donc, je crois qu'en tout état de cause, quoi qu'il en soit pour la stabilité et la paix sociale, c'est-à-dire au nom de la paix sociale, au nom de la stabilité du continent africain, de nos pays en Afrique, je crois qu'il faut que la classe politique, effectivement, essaye de s'inventer autrement dans ce jeu électoral, afin que les élections se passent démocratiquement et que le vainqueur soit reconnu par l'ensemble des forces politiques et que la transition se fasse pacifiquement. Parce que dans le cas de la Gambie, ce qui est en train de se passer, c'est vraiment un manque d'intelligence. Monsieur Mbajoum, est-ce que finalement ce n'est pas infantilisant de dire pour les chefs d'État africains, nous allons garantir l'immunité pour les motiver à quitter le pouvoir, ce que personne dans le monde entier ne fait? Oui, avant de répondre à ça, je reviens un tout petit peu sur la première partie. Parce que nous avons dit qu'il n'y avait jamais eu de précédent d'intervention de la CEDEAO en Afrique. Non, il y a eu quand même 2 interventions. Oui, les Comores est intervenu au Libéria et en Sierra Leone. Ah, mais ce n'était pas dans le cadre d'élections. Non, pas dans oui, c'est dans le cadre de conflit. C'est pour servir de force d'interposition. Oui, absolument. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faudrait voir le statut que prévoit les statuts. C'est un point important. Maintenant, pour répondre à ça... S'il vous plaît. Quand Yaya Jammeh a posé l'acte qu'il a posé, j'étais particulièrement heureux de voir qu'on pourrait peut-être, à partir de cet élément, parler d'une jurisprudence Yaya Jammeh. Parce que c'est un acte extrêmement... tout le monde a salué ça d'ailleurs. Et ça ouvrait la porte peut-être à une immunité ou à une négociation pour garantir la suite pour les chefs d'État. Bon, il se trouve que là maintenant, telles que les choses sont parties et compte tenu du contexte, de l'environnement dans lequel nous vivons partout en Afrique, j'ai l'impression que poser la question de savoir s'il faut garantir l'immunité aux chefs d'État battus, etc., ça devient un peu comme rechercher la quadrature du cercle. Oui. Parce que les contextes sont différents. On a pris le cas de Kérékou, qui a été un exemple extraordinaire sur beaucoup de plans. Et qui a été réélu après le pouvoir. Alors que tous ces bureaucrates lui mettaient la pression, disaient il faut machin, il a refusé, j'ai été battu, etc. Même Sassou Nguesso, on l'oublie. Après la conférence nationale, quand ils s'étaient tous lavé les mains sur la frontière, il a dit j'assume tous les crimes politiques qui ont été commis au Congo depuis l'indépendance. C'est dommage que par la suite, il ait changé de braquet. Parce que ça, c'était un acte extrêmement courageux. Mais maintenant, pour ce qui est de garantir l'immunité, tout dépend des conditions dans lesquelles se sont déroulées les choses. Si un chef d'État perd les élections... Il faut une prime, pour l'élection. Pour l'élection. En garantissant une immunité. Mais qu'on mette quand même en place un mécanisme pouvant permettre à ce chef d'État de se racheter d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire de reconnaître que, bon, j'ai fait ceci, je suis prêt à en répondre devant la justice, quitte à ce que la justice juge, condamne, mais qu'on le gracie. Moi, je pense. Hein, c'est compliqué. Monsieur Biki, pour dire les choses plus concrètement, faut-il à chaque fois qu'il y a une élection dans un État africain et que le président en exercice perd l'élection, faut-il une loi d'amnistie qui absout
qui l'absout de toute poursuite. C'est ça la question finalement quand on parle d'impunité. C'est-à-dire prendre une loi tout simplement qui efface l'ardoise criminelle de ce chef d'État qui vient de perdre l'élection présidentielle. Alors, il faut rappeler aux auditeurs que les chefs d'État sont souvent obligés, mènent deux types d'actions. Les actions dites formelles, légales, et les actions illégales. Ça, il faut que tout le monde l'intègre. Dans les actions illégales, tous les coups sont permis. Je dis bien, tous les coups sont permis. Maintenant, ce qu'il faut se dire, dans les institutions européennes, américaines et tout ce qu'on veut, il est prévu, il y a des dispositifs qui prévoient que toutes les actions qu'un chef d'État mène au cours de son mandat, il ne peut en aucun cas être poursuivi là-dessus. Je demande à ce que les pays africains intègrent cette donnée dans leurs institutions. Rentrant dans le cadre de l'exercice de sa fonction. On est d'accord. Exactement. On donnait à la police de tirer à bout portant sur les populations qui manifestent. Les mains vides, ça ne rentre pas dans le cadre de l'exercice du pouvoir politique. Soyons clairs là-dessus, s'il vous plaît. Un président mène des actions légales et des actions illégales. Il faut que tout le monde, y compris vous, l'intégriez. Maintenant, le rôle des médias, c'est justement de trouver les équilibres qui permettent à ce que les actions illégales ne prennent pas le dessus sur les actions légales. Ce que nous vivons en ce moment, tout le monde pleure, il y a le terrorisme, il y a le djihadisme, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Ce sont des forces spéciales étrangères, françaises, américaines et tout, qui sèment le bazar partout. Non, encore une fois, on ne va pas faire le finger-pointing habituel en désignant l'autre comme responsable de ce qui nous a... Nos responsabilités, s'il vous plaît. Maintenant, dans le droit institutionnel, il est permis et autorisé que toutes les actions, je dis bien toutes, sans exception, qu'un président en exercice pose au cours de son mandat, il ne peut en aucun cas être poursuivi. Il faut qu'on l'intègre et qu'on l'applique. À côté de ça, il faut imaginer des mécanismes venant contrebalancer toutes les aspérités et les excès. Pourquoi Samuel Doe, Charles Taylor a été jugé? Pourquoi Laurent Gbagbo est devant la CPI? S'il vous plaît. Là, par exemple, s'il vous plaît. Là, c'est des exemples intéressants. C'est la France. Oui, bien entendu. Alors, comment on peut expliquer? Ça veut dire que... Mais c'est la France, ça veut dire que... Il est poursuivi, le président Gbagbo est poursuivi avec sa femme aussi par l'État ivoirien. Mais... Pour crimes économiques et crimes contre l'humanité. Mais on sait que... Bon, on est d'accord. Il est poursuivi par l'État ivoirien. Non, c'est pour vous dire que le principe existe. Parce que, tout simplement, la France a fait que l'État ivoirien le poursuit. Mais... D'accord. L'État ivoirien... Mais Charles Taylor, c'est pas la France. Oui, mais c'est ça. Donc, ce qui fait que la France est intervenue en Côte d'Ivoire, ils ont délogé Gbagbo, ils l'ont amené au CPI, ils sont partis en Libye, ils ont déstabilisé. Exactement. Attendez, donc ça veut dire qu'à un moment donné, on se pose la question de savoir comment se fait-il qu'on va utiliser le Conseil de sécurité parce que tout simplement, on a des entrées, on a des tuyaux dedans, on manipule ce Conseil de sécurité-là, on brandit une résolution, boum, on s'engage sur une guerre. Non, restons dans le débat, s'il vous plaît. La question qui se pose est de savoir comment nous gérons l'après-pouvoir de ceux qui nous gouvernent. Mais c'est ce qu'il a dit, à mon avis, quand vous êtes président de la République. Vous pouvez torturer les opposants, non, vous ne torturez pas, vous ne serez pas poursuivi. C'est réglementé. Parce que vous êtes président. Il faut réglementer. C'est-à-dire qu'on a besoin d'institutions très fortes. Il faut que des institutions soient bien pensées, bien réfléchies et permettent à un homme de gérer ces institutions-là et après le pouvoir, qu'il puisse quand même bénéficier d'un statut de stabilité, qu'il ne soit pas inquiété. Mais ça, je crois que c'est un travail à faire, c'est un processus. Donc ça, on est en face des cas pratiques, comme c'est le cas de la Gambie. Je crois que ça poussera les juristes, ça poussera aussi les analystes à bien réfléchir pour, en tout cas, amener vers peut-être des résolutions beaucoup plus conséquentes. Oui, M. Bayoum, s'il vous plaît. C'est qu'on parle même de la Côte d'Ivoire. Moi, ça m'amène à une autre réflexion. C'est que dans le cas de la Côte d'Ivoire, M. Gbagbo avait signé, au cours de 3 réunions, signé pour reconnaître qu'il confie aux Nations Unies le droit de piloter les élections. La certification des élections. Donc, quand on signe, il faut respecter sa signature. Je suis désolé, même si, machin, il faut aussi. Ça veut dire qu'on signe à la légère, première chose. Deuxième chose, quant à ce que vous dites là... Non, mais il a respecté, pourquoi vous dites ça? Non, je veux dire que, puisque c'est les Nations Unies qui ont proclamé les résultats... Bon, oui, mais la question n'est pas tranchée. Qui
du Conseil constitutionnel ivoirien ou de la mission des Nations Unies est au-dessus, doit proclamer les résultats définitifs. Non, mais justement, il avait confié, puisque à partir du moment où on dit que c'est les Nations Unies qui pilotent, qui organisent, voilà, les certifient, et que les Nations certifient, et les Nations Unies certifient, moi je crois que dans un contexte bien particulier. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc pour vous, c'était pour dire qu'il faut respecter sa signature. Le Conseil constitutionnel sort du jeu électoral. Non, je dis il faut respecter, si vous signez. Oui. Parce que ce que nous oublions, quand vous parliez par exemple tout à l'heure de la légitimité, de la supranationalité et tout, mais un pays peut très bien, un chef d'État peut très bien décider que bon, moi je confie tel aspect de ma souveraineté à tel autre parti. Ça, il a parfaitement une délégation ponctuelle de souveraineté. Ça s'est fait aussi au Kosovo. Ça s'est fait aussi au Kosovo, on l'a vu aussi au Kosovo. Dans la définition de la souveraineté, ça n'est pas possible. La souveraineté, c'est quoi? C'est le pouvoir qui ne reconnaît aucun autre pouvoir au-dessus de lui. Oui. Ça, c'est clair. Oui, mais il y a des négociations ponctuelles, effectivement. La supranationalité, c'est l'idéologie qui sème le trouble en Afrique. C'est défini par la souveraineté, par la constitution de chaque État. Je suis désolé. Je suis désolé. Si dans une constitution, il est prévu que moi, chef d'État, je peux céder une partie de ma famille, on respecte cette constitution. Dans aucune. Non, je ne viens pas de ça. Je ne prends pas ça sur le cas. Non, je ne prends pas ça sur le cas de la Côte d'Ivoire. Dans aucune constitution, ça existe. Il faut maintenant dire que l'immunité, en disant que bon, l'immunité est garantie. Oui. Pour les actes posés par un chef d'État pendant son mandat. J'ai dit non, ce serait extrêmement... C'est pas l'immunité. C'est pas l'immunité. C'est même pas... Non, j'ai dit ce que vous avez dit tout à l'heure. Sarkozy a bombardé en Libye, Bush a cassé l'Irak. Alors, je suis désolé. Écoutez bien, laissez-moi développer ce que j'ai développé pour qu'on se comprenne bien. Mais il y a une enquête préliminaire qui est ouverte. Non, parce que vous avez dit qu'un chef d'État, les actes posés pendant son mandat, il faut passer l'immunité. Sont exempts de poursuite. Voilà, exempts de poursuite. Je dis non. Je ne peux pas être d'accord avec ça parce que ça veut dire que nous donnons à nos chefs, comme on le voit aujourd'hui, le pouvoir de tirer sur les manifestants, de massacrer et tout. Et demain, il est machin, on signe et on dit bon, on ne vous poursuit pas. Non. Mais pourquoi ce serait valable en France et pourquoi ce serait valable ailleurs et pas en Afrique? C'est valable en France parce que aussi bien Hollande que Sarkozy, machin, ne peut pas dire tirer sur les manifestants. Le statut pénal. Allez demander aux jeunes de banlieue s'ils ne prennent pas des coups. Non. Moi, je dis une chose. Il ne faut pas tirer. On dit. Il a le droit de donner qu'on tire sur la foule. Le maintien de l'ordre. Il a son immunité. Je dis, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne peux pas partager. Le maintien de l'ordre, là, c'est une question qui rentre dans le cadre du maintien de l'ordre. Il faut quand même se dire une chose. Dans le cadre du maintien de l'ordre, on évalue le type, on gradue la menace et la montée en puissance. Et en fonction de cette gradation, on met en place des mesures pour contrer cette gradation. Donc moi je pense qu'il faut se dire, il faut que nous ayons le courage, nous Africains, de dire aux Africains, oui, il y a des actions légales qui existent, qui sont commises. Oui, à côté lorsque l'ordre public est menacé, lorsque l'intégrité du territoire national est menacée, lorsque la souveraineté à côté de ces actions légales, il y a aussi des actions illégales qui existent. Les deux coexistent. La difficulté qui est la nôtre aujourd'hui, d'actions illégales, c'est de trouver un équilibre entre les deux et de faire en sorte que les gains et les pertes ne puissent pas impacter durablement les populations. La question centrale qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est comment permettre aux États, aux micro-États africains, de devenir des véritables États. Ça veut dire comment bâtir des institutions et éviter qu'en fait, je prends le cas du Sénégal, quand on élit un président au Sénégal ou au Cameroun ou au Gabon, que ce dernier soit l'État à lui tout seul. La question que nous devons résoudre, c'est celle-là. Et derrière, nous devons... Écoutez, merci, monsieur, d'avoir accepté de participer à ce débat, en l'occurrence sur l'avenir judiciaire de nos chefs d'État, de ceux qui nous gouvernent en ce moment. Une chose est sûre, il y a des États qui ont fait des avancées démocratiques incontestables sur le continent. On profite aussi pour saluer le président ghanéen qui vient
d'appeler son challenger et la féliciter, a rendu le tablier avant lui. Il y a eu beaucoup d'autres exemples. Le président angolais a déjà prévenu qu'il ne sera pas candidat l'année prochaine à la présidentielle. Ce sont là des pas politiques, des actions politiques qu'il faut saluer sur le continent. Merci à vous, messieurs, d'avoir accepté. Jean-Bernard Bikim, vous êtes donc un analyste stratégiste, président de Alpha, du think tank Alpha, Alliance alternative africaine pour l'accompagnement. Merci à vous. Samuel Mbajoum, historien, journaliste, écrivain, vous êtes tout en même temps. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Mamadou Sylla, vous êtes le président de l'association SOS Casamance. Merci à vous trois d'avoir participé à ce débat. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicien, votre rendez-vous politique hebdomadaire. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Politicien.